Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin. J'ai l'immense joie de rencontrer en direct ce matin Catherine Diamant, qui est autrice et qui est aussi scénariste de 2 films top, dont un dernier qui est sorti il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle Maison de retraite, avec Kev Adams, entre autres, Gérard Depardieu. Enfin, nous allons en parler justement. Alors, je vais te faire la demande. Et la demande. L'invitation à Catherine qui va apparaître dans quelques instants. Bonjour. Bonjour. Je suis enchantée. Oui, ça va super. Et Oui, vous? très bien. Ravie aussi. Génial, génial. Euh, Surtout que les allez, scénaristes ont rarement la parole en plus. comment j'ai pas entendu ça couper? Non, je dis les scénaristes, c'est les personnes de l'ombre, donc on a rarement la parole. Donc je suis ravie de pouvoir m'exprimer. Je sais, c'est pour ça. Et c'est important pour moi de justement mettre en avant les personnes qui n'ont pas la parole habituellement, à qui on ne demande jamais quoi que ce soit. Donc c'est génial. Et on va d'abord apprendre à mieux vous connaître, vous, en tant que personne, et découvrir votre métier de scénariste. Parce que c'est pareil, c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément et ça va être, je pense, passionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours de vie? Alors, moi, j'ai un parcours très atypique qui prouve que tous les chemins mènent à Rome et c'est ça qui est bien. Je pense que c'est la diversité des expériences un petit peu qui peut faire la force. J'ai travaillé dans la production télé, j'ai travaillé, je faisais des piges aussi à Studio Magazine, j'ai vendu des machines de rajeunissement, enfin, j'ai fait plein de choses différentes, mais c'est vrai que l'écriture, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, à 12 ans, je faisais une adaptation de La Belle au bois dormant. J'écrivais des lettres à mon gardien d'immeuble. À chaque fois que j'écrivais des lettres, on me disait tu nous fais pleurer. Donc l'écriture a toujours été pour moi un vecteur important de communication, bien plus que la parole. Et voilà, donc j'ai commencé en 2001, j'ai publié un premier roman aux éditions Anne Carrière. C'est comme ça que je suis un petit peu rentrée dans le métier très discrètement, avec un roman qui s'est gentiment vendu. Ensuite, j'ai fait Quel une... était le titre et le thème de ce roman? Ça s'appelait Trêve de rêve, en fait. Et c'était déjà l'histoire d'une jeune femme qui rêve beaucoup et qui s'est imaginé toute une histoire avec un homme dont elle est amoureuse, mais lui n'a absolument pas connaissance, il ne la connaît pas, il n'a jamais entendu parler d'elle. Et elle fait un focus sur elle et elle rêve d'une histoire avec lui jusqu'au moment où elle va vraiment le rencontrer et vivre une histoire avec lui. Sauf qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on a imaginé et ce qui va se passer dans la réalité. Voilà. Et on le trouve encore. Pas du tout. Non, je crois Ouais. pas. 15 ans après. Oui, alors à 2 euros ou 0,50 centimes d'euros sur Amazon, Ouais, peut-être. sur Amazon. Ouais. Bon, Bradé, bradé. c'est plus trop l'actualité. Et là, depuis, vous avez eu une autre expérience d'écriture comme ça ou pas? Oui, En termes de roman. j'ai eu une aventure, alors un peu plus douloureuse, d'un format court que j'avais coécrit et qu'on a vendu avec ma co-auteure pour une grande chaîne de télé. Et je dis un peu plus douloureuse parce que on n'avait pas les pleins pouvoirs, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que le métier de scénariste, alors en télé, c'est encore autre chose qu'au cinéma. Parfois, on a une liberté d'expression qui est plus grande au cinéma. Et à la télé, on passe par plusieurs seuils de personnes qui interviennent, qui vous changent les chutes, qui vous changent un peu l'écriture. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Nous, on était novices, on ne connaissait pas. Mais en tout cas, on a vendu un format court sur. Ça s'appelait Tu veux ou tu veux pas, et c'était les aventures de 6 losers de l'amour. Voilà. Et j'ai pu mettre beaucoup d'expérience dedans, donc voilà. Mais c'était sympa. Des expériences de quoi? Des expériences de vie? Ça? Expérience de vie, de lecture, de manière de rebondir. Enfin bon, voilà, on en rit un peu. C'est important de rire de toute façon de tout ce qui peut nous arriver. Mais voilà, mais en fait, c'est grâce à ça, parce qu'aussi, on a envie de travailler avec des gens qui travaillent dans ce métier. Donc, j'ai des gens qui ont vu ce format court, alors, et qui m'ont appelé. Ah non, mais j'ai oublié quelque chose de très important, pardon. Dans ma carrière, jeune carrière, moi je suis jeune par la carrière, pas par l'âge. J'ai écrit une pièce qui s'appelait Regarde-moi, que j'avais Mhm. adaptée avec Sandrine Martin et que Chantal Lobby avait mis en scène. Donc ça a été une très grande aventure. C'était l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de son voisin qui ne la regarde pas, donc elle décide de le violer.
et de le séquestrer et de le violer. Mais c'était une comédie, hein, elle la regarde. Mm. Voilà. Donc ça, c'était une belle aventure, regarde-moi, et c'est ça qui après m'a apporté quelques années plus tard l'aventure d'Adopte un veuf. Donc, et sinon, moi, c'est un métier que j'ai appris vraiment sur le tas, en regardant beaucoup les films, en faisant les découpages des films. Bien sûr, j'ai pris quelques cours, j'ai lu des bouquins sur le scénario. Il y a aussi un instinct parfois de casser les codes quand on raconte une histoire, parce que c'est un film, c'est 120 séquences. C'est comme si je racontais notre rendez-vous aujourd'hui. Je pourrais mettre en amont, elle rentre dans la salle de bain, elle se prépare, elle se maquille. Mm. C'est un voilà. Et entre-temps, elle a un coup de fil. Enfin, voilà. Il faut raconter une histoire en 120 séquences et c'est à la fois vertigineux et miraculeux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Regarde-moi et Adopte un veuf? Rien. Non. En fait, qu'est-ce qui a fait? C'est quoi le tremplin? C'est quoi le pont entre les deux? Je crois qu'à un moment donné, d'abord, il y avait quelque chose de très douloureux, c'est qu'on a toujours des projets en tant que scénariste. On a des projets. Donc nous, on a l'impression qu'on travaille. On Mm. existe par rapport au travail, mais tant qu'il ne se concrétise pas, qu'il n'est pas soit en chaîne, soit au cinéma, il n'existe pas. Donc c'est très frustrant. Quand les gens vous disent où t'en es, ah ben bientôt. Et c'est pour quand? Ah ben bientôt. Donc il y a un petit côté, c'est pas qu'on nous regarde d'une manière un peu pathétique, mais c'est un peu compliqué pour nous parce que nous, on a l'impression de travailler, de faire des appels d'offres, de rien lâcher, et pourtant, ça ne porte pas ses fruits. Donc, il y a eu un moment donné où je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, je n'en vis pas encore, j'ai toujours besoin de travailler à côté pour pouvoir assurer les fins de mois. Et quand Adopte ta veuve s'est présenté, c'était c'était un sujet de Jérôme Corcos. Et il me l'a envoyé en me disant, parce que j'avais fait la série, il me l'a envoyé en me disant, on cherche quelqu'un. Mais bon, on veut pas de toi parce que t'as rien fait. Mais bon, mais en rigolant, il a beaucoup d'humour, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Mm. Et, euh, et j'ai reçu ça. Et alors qu'il voulait pas, entre guillemets, de moi, j'ai renvoyé une note d'intention, bourrée de fautes d'orthographe. J'avais pas fait attention. Je lui dis, mais voilà ce que je ressentirais si moi je pouvais écrire. Il l'a forwardé à Richard Peset, qui était le grand producteur, un homme merveilleux qui malheureusement nous a quittés, qui a travaillé pendant des années chez Pathé aussi. Et il a dit, oh, c'est formidable. Et ils m'ont convoqué. Et je suis arrivée et je leur ai dit, moi, je vais vous l'écrire. Parce que c'était un projet qui était dans un tiroir. Donc, si vous voulez, on parle souvent de la chance de type 1, de type 2 et tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai attrapé Mm. en faisant une note qu'on ne m'avait pas demandé et Jérôme en la forwardant sans me le dire. Voilà. Donc, Ouais. comme quoi, il faut Faut toujours oser, saisir sa chance. faut avoir Faut le saisir culot. sa chance. Ouais. Faut Exactement. pas avoir peur de se sentir ou illégitime ou de se Exactement. trouver des excuses, quoi. Mm. Ouais, voilà. La légitimité, c'est toujours un problème. Mais je me sens réparée un peu avec Maison de retraite, là. Ça fait du bien. Ouais, c'est bon, on va en reparler justement. Ouais. Euh, Après, comment ça se passe? C'est-à-dire que là, vous avez forwardé quelque chose. Quand vous m'avez dit, le projet était déjà dans les tiroirs. C'est-à-dire que le sujet était déjà dans les tiroirs chez vous, vous l'avez déjà écrit quelque part? Chez eux, en fait, ils avaient écrit ils avaient écrit une histoire de 12 pages. Une Oui. histoire de 12 pages, ça résume l'histoire. Et c'est une première personne, un premier scénariste, réalisateur qui devait s'en occuper. Et en fait, quand il a développé l'histoire, ce n'était pas ce que les producteurs et les distributeurs voulaient. Mais il y avait déjà eu un développement de fait pour que vous compreniez. En fait, quand un producteur achète, entre guillemets, un scénario, il met Mhm. d'abord parce qu'il ne peut pas miser l'intégralité du film, du salaire du scénariste, sans être sûr que le film va se faire. Donc la difficulté pour un scénariste aussi, mais ce n'est pas de la faute du producteur, c'est qu'il va travailler de la même manière sans être sûr qu'il va recevoir l'intégralité de son salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Ah que oui, c'est un pari. du montant de notre salaire Mm. arrive au premier jour de tournage. Et c'est toujours un petit miracle de faire un film, donc rien n'est jamais garanti. Donc là, en l'occurrence, quand je lis ça, avant de repartir sur le projet et de redébourser de l'argent, ils veulent être sûrs que je vais réussir à faire ce que je dis et que ça va leur plaire. Et donc là, je suis pressurisée à mort. J'ai 5 semaines pour faire un traitement développé et là, je m'enferme. Mais quand vous voyez la lumière, moi, quand je me retrouve en phase 2, je me rappellerai toute ma vie, on était à l'hôtel Raphaël, voilà, j'étais en phase 2, j'étais comme une petite fille alors que j'étais encore déjà une grande fille. Mais je leur ai dit, moi, je vais vous l'écrire. Et c'était pas de la prétention, c'était de la conviction. Et j'ai sorti ce projet d'un tiroir. Et alors après, le réalisateur est arrivé dessus. Alors là, c'est là où le scénariste est toujours un peu compliqué parce que c'est votre bébé.
vous avez tout fait pour, vous l'avez sorti du ventre, mais tout d'un coup, quelqu'un va arriver, va vous prendre le bébé d'un coup et aime bien travailler avec son taf. Donc moi, voilà, sur le moment, je ne connaissais pas encore bien, donc je me suis sentie un peu exclue. Mais ça a été une aventure extraordinaire, puisque déjà, le film a fait 1 million d'entrées. Moi, j'ai découvert à l'époque que c'était un miracle. Hein. Déjà, 1 million d'entrées, il y a peut-être 15 films sur 300 français qui passent la barre du million, donc c'est miraculeux. Et voilà. Et donc après, une fois qu'on a un traitement, ça veut dire qu'on a une histoire, comme un résumé, d'abord de 15 pages, après de 35 pages. Alors là, on passe en général à ce qu'on appelle les séquences. Ça veut dire je vais séquencer mon histoire. Donc les fameux 120 séquences. Exactement. Et à l'intérieur des séquences, il y a des scènes. Ça veut dire extérieur jour, rue, elle descend dans la rue, elle marche quelques mètres, elle rentre dans un bus. Intérieur jour, restaurant, elle rentre, voilà. Donc en fait, comment je la raconte? Comment, voilà. Moi, je travaille en visualisation parce que j'ai besoin de voir le film. Je me fais le film dans la tête, ce qui me permet d'écrire assez vite quand je vois la lumière. Une fois qu'on a séquencé, on dialogue. D'accord, c'est dans ce sens-là. Et moi encore, il y a beaucoup de gens qui font d'abord la recette, c'est important, et chercher les ingrédients après. Moi, je travaille à l'envers. Dès que les ingrédients me viennent, tiens, je sais que j'ai envie de sel, je sais que j'ai envie de moutarde, je sais que j'ai envie de ça, je sais que j'ai envie de raconter ça, c'est un peu un joyeux bordel. Et d'abord, je fais les ingrédients, et une fois que je les ai mis en place, je fais la recette, moi. C'est un peu différent. Chacun a sa technique. Bien sûr. Mais j'arrive à bon port, c'est le principal. Voilà. Et une fois que c'est dialogué, on a... Alors justement, les dialogues, parce qu'il faut pouvoir se représenter. Au moment où vous faites les dialogues, vous savez quels sont les comédiens, les acteurs qui vont partir ou pas du tout? Très rarement. Et puis c'est très dangereux parce qu'il ne faut pas s'enfermer non plus. Là, en l'occurrence, pour Maison de retraite, on en parlera, on avait des petites idées. J'ai très vite su, Adopter un veuve, que ça serait André Dussolier. Donc là, c'était extraordinaire. Ouais. Donc, mais sinon, non, on ne sait pas. Donc, en revanche, ce qu'on sait, c'est qui il est dans notre tête. Parce que quand on met en place un personnage, on va parler de Pretty Woman. Oui. Tout le monde connaît. Ouais, c'est Marshall. Quand il décide de mettre en scène cette jeune femme, qui est-elle? Donc lui, il se raconte un passé que nous, on va entrevoir dans des scènes. Mais lui, il sait que c'est une jeune femme qui n'était pas vouée à faire ce métier. Et voilà, elle aurait aimé faire des études, elle était enfant, famille nombreuse. Est-ce qu'elle était drôle? Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'elle a eu un malheur dans sa vie? On se raconte tout pour construire le personnage, pour lui donner une matière qui va être dans un détail. Voilà. Je peux dire, tiens, elle a un poudrier, elle n'est pas très sûre. Non, mais voilà, donc on raconte une histoire de son personnage en lui donnant un passé, même si ce passé ne se voit pas. On lui raconte un passé et un présent quand vous allez débuter le film et un futur quand vous allez le finir. Voilà. Ah, c'est extraordinaire de se projeter comme ça avec des personnages. Parce que juste pour finir avec Adopter un veuf, puis on va avancer tout doucement vers l'actualité avec Maison de retraite, mais quand il y a les trois jeunes là, qui interviennent dans la vie d'André Dussolier dans Adopter un veuf, pareil, vous avez déjà en gros les images et le profil des trois jeunes là, qui vont, enfin jeunes, plus ou moins jeunes. Le profil, on l'a. Le profil, on l'a, et ça, c'est tout le travail justement du scénariste. On se dit, tiens, on va faire entrer dans la colocation un jeune homme qui est divorcé, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui est déjà papa. Après, on va prendre une jeune infirmière, ces métiers qui sont cruciaux et voilà, et qui a du mal à gagner sa vie. Et ça, Adopte un veuf, André Dussolier à l'époque, enfin dans le film, il a envie de l'aider parce que lui-même était médecin. Donc oui, on personnalise. L'idée, c'est de rendre le plus utile. L'idée, c'est de servir le sujet et de servir le... J'ai un peu levé le téléphone parce que j'ai vu qu'on n'entendait pas trop. Donc moi, comme c'était... mais ça va le son? Moi, j'entends très bien. Moi, ça va très bien. Le téléphone posé. Bon. Voilà, donc l'idée, c'est que la personnalisation des personnages serve au mieux l'histoire et que ça soit le plus savoureux possible. Dans Maison de retraite, ce qui est savoureux, c'est qu'on sait qu'il n'aime pas les vieux. Il ne peut pas les voir. C'est son pire.
Donc, on sait déjà que quand il va rentrer dans cette maison de retraite, on va le confronter à quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est le voyage du héros. Un film, c'est comme les règles de Vogler. C'est un héros ordinaire qui va rentrer dans un monde extraordinaire. Même Mm. si ce monde n'est pas extraordinaire, il n'appartient pas à celui qu'il connaît. Donc, Mm. on fait la juxtaposition des choses. C'est ça qui fait la saveur d'un film et qui va créer des enjeux et des rebondissements, quoi. Quand vous écrivez, alors que ce soit Adopter un veuf et particulièrement, je trouve, Maison de retraite, enfin, il y a beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour. C'est fin, c'est à la fois tendre, il y a beaucoup d'émotions, etc. C'est très attendrissant, il y a beaucoup d'émotions qui est véhiculée. Euh, Qu'est-ce que vous mobilisez en vous pour écrire justement ces scènes? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, alors je ne sais pas si c'est la même chose quand on écrit, mais il y a beaucoup d'acteurs qui disent, et je crois que Louis de Funès, parce que je suis fan, disait que finalement faire de l'humour, c'est pas forcément évident. C'est même plus difficile que de faire du drame. Coluche Donc, disait ouais. ça. Donc est-ce que écrire aussi de l'humour est plus difficile que d'écrire des scènes dramatiques ou d'amour, par exemple? Ce film Maison de retraite, c'est une idée de Kev Adams. Voilà. Mm. Il a envie de raconter cette histoire d'un jeune homme orphelin qui va rentrer dans une maison de retraite et qui va aider plus tard ses résidents à les faire évader. Euh, donc c'était une idée à lui, il cherchait quelqu'un pour l'écrire et ça ne venait pas. Et c'est vraiment Elisa Soussan avec qui je dois faire mon premier long métrage qui a pensé à moi et qui a dit Kev, parle-en avec Catherine. En plus, c'était bien parce que c'était déjà un travail d'intergénération, puisque Kev et moi, on a 20 ans, 25 ans d'écart. Donc c'était déjà bien. J'ai forcément un autre regard sur les personnes âgées, un autre vécu, si lui déjà avait la même sensibilité, puisque c'était son sujet. Ensuite, Kev, il a beaucoup, beaucoup d'humour aussi. Donc, on décide de raconter l'histoire et on trouve des choses qui font que ça va être matière encore à être de l'humour. Lui, il a un instinct d'humour très fort. Mm. Je pense que je ne suis pas non plus en rêve, j'ai mon humour aussi. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai beaucoup écrit aussi vers l'émotion. Et au début, Kev, il avait peur. Il m'a dit attention, pas trop d'émotions. Mais je pense qu'on ne peut pas aborder ce sujet sans amener une émotion, sans tomber dans le pathos. Mais si vous voulez, je ne voulais pas, et il était bien d'accord avec moi, qu'on trafique ça, qu'on en fasse quelque chose de... Voilà, pour moi, il n'y a pas plus important que la mémoire, que la transmission, que les personnes âgées. Et donc, c'était important de ne pas être irrespectueux et de ne pas salir un sujet aussi délicat. Et là où je suis heureuse, et Kev aussi, c'est qu'on a quand même réussi, je pense, à le faire. Voilà. Oui, il y a ça. Il y a de la réelle transmission. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est des séquences. Chaque fois, Kev se retrouve face à l'une de ses personnes. Je peux les montrer là. Hein. Il se retrouve à chaque fois face à chacun qui lui apporte quelque chose. Oui, Ils ont à alors chaque fois quelque chose à lui apporter. et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, Kev, j'ai envie que ça soit Blanche-Neige et les sept nains. Toi, tu es Blanche-Neige. Et parce que c'est exactement ça. Après, ils vont se nourrir chacun et s'apporter des choses mutuellement. Mais c'était une aventure particulière, maison de retraite, parce qu'on a travaillé très vite dans l'urgence. Vraiment. Nuit et jour. On peut mettre 1 an, 10 ans. Enfin, un scénario, ça se macère, c'est très très long. Là, on a eu un temps imparti très 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 petit. Donc, il y a peut-être plein d'imperfections, c'est sûr, il y en a toujours. Mais peut-être que si ça a touché le cœur du public, il y a une petite grâce, je crois. Vu les messages qu'on a reçus, admirables, on ne sauve pas le monde, hein, mais on... la plus belle chose que je peux dire, et Kev le dit aussi, c'est que quand il reçoit des messages qu'un petit garçon lui dit, vous m'avez donné envie d'aller voir mon grand-père, mais c'est merveilleux. Oh. Ah, c'est génial. Ah, c'est extraordinaire. Mais des fois, finalement, quand on travaille dans l'urgence, il y a de la spontanéité C'est ce que j'explique. qui se, qui se perd aussi à force de travailler, de retravailler. On met du mental à ce moment-là et on gère on met plus d'analyse alors que dans la spontanéité. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens aussi ont besoin de cette spontanéité-là. Ben, complètement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets parfois qui partent dans un tiroir parce qu'ils ont trop macéré, ils ont trop Mm. tourné. Donc effectivement, au bout d'un moment donné, on le range. Moi, je trouve que ce que vous dites, c'est très important. L'instinct. Après, il y en a qui ont besoin beaucoup, beaucoup de temps. C'est plus laborieux. Laborieux ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux. Non, non. Moi, je sais que ça arrive d'un coup, d'un jet d'histoire. Donc, j'aime bien la sortir assez rapidement. Mais bien sûr, après,
Écrire, c'est réécrire, que ce soit pour un roman, que ce soit pour le scénario. On repasse dessus, on repasse encore dessus et on repasse encore dessus. Quelle est la différence entre écrire un scénario avec 4 personnages principaux, comme c'est le cas dans Adopte un veuf, que là, ils sont alors 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Comment ça se passe? Alors, c'est complètement différent parce qu'un livre, le sujet, le verbe, le complément, c'est important. Les phrases, les tournures, le style. Euh, Au cinéma, le style, entre guillemets, ce n'est pas important. Et il y a une structure. Si je dis elle s'est levée, elle était languissante, le ciel était merveilleux, euh, je vais faire juste une jeune femme qui se lève du lit et je vais faire un plan sur le ciel. Voilà, il y a une technique. Mm. Au cinéma, on dit mieux vaut montrer que parler. C'est vrai que c'est important de montrer. Et donc, on fait appel à une technique qui est vraiment complètement différente parce qu'on travaille en images, alors qu'à l'écriture, on travaille avec le verbe. Et quand il y a plusieurs personnages comme ça, on doit s'assurer sur une continuité qu'on va donner à chacun son moment, parce que finalement, 1h30, ça va vite. Un Mm. scénario, c'est quoi? C'est exposition, nœud, rebondissement, dénouement. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, si il n'arrive rien à mes personnages, on s'en fout. Le film ne va pas passer. Mm. Il faut toujours qu'il soit empêché d'eux. Il faut toujours qu'il lui arrive plein de choses. Dans Bridget Jones, si elle était tout de suite avec lui, qu'ils se sont amoureux, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, non. Il se Aucun passe intérêt. pas. Il va avec une autre femme. Bon, voilà, moi j'ai des références très girly, mais je les assume. Bref. Donc l'idée, il y a une mécanique. On expose d'abord qui est Kev. Oui. Voilà, exposition. Le nœud, quand tout d'un coup il se passe quelque chose, il va atterrir dans la. Voilà. Et après, ça coule. Donc on travaille un peu sur une technique, mais on casse les codes tout le temps parce que si on est trop près de la technique, on n'y arrivera pas. Il faut s'en affranchir aussi. Les 7 personnages autour de Kev dans le film ont été prédéfinis très vite ou vous aviez des idées sur d'autres personnes, ça s'est pas passé ou comment ça. Ou du. Au niveau du. Alors, par rapport à autour de Kev, qui a accepté en premier le rôle et est-ce que vous saviez à l'avance qui seraient les personnages autour ou là pas du tout non plus et vous êtes parti, c'est passé comment? Une fois que le scénariste livre son projet, arrive une personne très importante dans un film, le plus important parfois, c'est le réalisateur. Et c'est le réalisateur qui, lui, va décider qui fait le casting. Alors parfois, c'est important pour un scénariste, il travaille vraiment en collaboration avec le réalisateur. Ce n'était absolument pas le cas sur Adopte un veuf, ce qui m'avait fait beaucoup souffrir. Mais ça a été le cas avec Thomas Gilou, avec qui j'ai eu un rapport admirable. Thomas Gilou est un homme exquis. C'est lui qui a fait La vérité si je mens, qui a fait Black Micmac, Michou d'Aubert. Donc, c'était formidable de travailler avec lui parce qu'il était très à l'écoute. Et comme c'était tellement rapide aussi, on était tous les deux un petit peu en souffrance. Kev, à ce moment-là, était en train de faire la tournée des Zéniths de France pour son spectacle soi-disant. On se parlait le jour, la nuit, au milieu. On se faisait des retours. Enfin, c'était assez intense. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, dans toute cette excitation, est né quelque chose qui a apporté un petit peu de grâce. Donc, à ce moment-là, c'est le réalisateur qui arrive et qui décide du casting. Gérard Depardieu aime beaucoup Thomas Gilou, ils sont proches tous les deux. Ça montre aussi à quel point Gérard Depardieu ne tient pas compte des conventions. Il est trop jeune par rapport au rôle. Il y a eu des comédiens qui n'ont pas voulu jouer, qui n'ont pas voulu rentrer dans une maison de retraite, et on le respecte totalement. C'est tout à fait compréhensible. Ils ne veulent pas avoir l'image maison de retraite collée. Gérard Depardieu, il s'en fout de tout. Oui, c'est sûr. Donc, déjà, Gérard Depardieu, avec la caution de Gérard Depardieu, c'était formidable. Et d'ailleurs, ce qui ne sait pas, c'est qu'un jour, il y a peut-être 8-9 ans, il était sur un tournage, il a donné une réplique, il était avec des personnes âgées, il tournait, et il y avait un reportage, et à un moment donné, il dit à ces personnes, ne mourrez pas pendant la pause, hein, aux personnes âgées. J'avais trouvé ça très drôle, et j'ai mis cette réplique dans le film, sans imaginer 10 ans après qu'il pourrait avoir le scénario entre les mains. C'est incroyable ça. Ah, c'est de la chair de poule. Pas dit à quel, moi je te dis. C'est génial. Et Et donc, synchronicité. C'est une synchronicité, ça, finalement. synchronicité. Moi, j'adore ça. Et donc, c'est vraiment Thomas Gilou qui est parti dans le casting. Et très vite, Marc Villalonga nous a dit oui, Liliane Revers.
Et voilà. Donc, si vous voulez, c'est incroyable aussi, Julie, parce que toutes les planètes se sont alignées sur ce film. En un temps record, on a pu l'écrire, le mettre en préparation, le tourner. Kev et Elisa Soussan parlent avec un assureur qui leur dit, vous savez, parce qu'au début, on n'a eu pas beaucoup de gens qui ont voulu nous aider, parce que les gens disaient, un film dans une maison de retraite, on n'y croit pas, qui c'est qui va y aller? Et l'assureur dit, vous savez, des personnes âgées, c'est très dur à être assuré, à juste titre. Qu'est-ce qui va nous garantir que vous allez finir le tournage? Et Kev dit, mais qu'est-ce que vous voulez qui arrive? Bien sûr qu'on va le finir. Et au bout de 3 semaines de tournage, on est Le un Covid. film. Et je vais vous dire aussi, parce que moi je suis quelqu'un d'un peu angoissé, je suis une hypersensible. Quand le tournage est interrompu, on n'y croit pas, on est comme tout le monde, tétanisé, le monde s'arrête, on va pas. Personne, tout le monde sort de son nombril. C'est vrai qu'un tournage, c'est l'aventure d'une vie, ça n'arrive pas souvent. Donc pour Elisa, la productrice, après avec Stan Wawrinka qui nous a rejoint, c'est douloureux, c'est violent. Ça veut dire que ton film, il a une chance sur 1000 de se faire, d'exister. Ouais. Mais je me suis dit à un moment donné, on en parlait avec Elisa, les planètes se sont trop bien alignées. Tu verras, le film reprendra. Et à ce moment-là, Mylène de Mongeau tombe malade. Elle sort d'un... Elle attrape le Covid, elle est hospitalisée pendant 5 semaines. On nous dit que c'est terminé. Attendez, Catherine, on a juste un souci d'image. Ça séquence comme ça merdouille un petit peu au niveau de l'image. Ça y est, c'est revenu, ça revient. Je pense que ça a l'air d'être bon. Il y a des gens qui appellent. Ça coupe maintenant. Hein. Des gens qui appellent. Comment? Des gens qui m'appellent. Ah bah voilà. Alors, quelle idée aussi. D'accord. Oui, donc on a notre... exact. Il y a Mylène de Mongeau qui tombe malade. 5 semaines. Et ils disent quoi? Il a pensé perdu à ce moment-là. Oui. Non. Ah oui. Elle était très fragilisée. Elle dit que... j'ai l'impression que ça se... Ça va? J'ai l'impression que ça se bloque. Oui, c'est revenu, ça va. Et donc, elle dit... Enfin, elle a pris... je ne sais pas si on a le droit de dire le nom, mais elle a pris de la chloroquine et elle dit qu'elle a été guérie par ça. Oui, donc, il paraît que ça marche très bien. Voilà. Donc, elle est guérie et 5 semaines, mais elle est vraiment passée... Et ce qui était... Je reviens juste en arrière, c'est vrai que quand il a fallu arrêter le tournage, parce que Kev Adams, sur cette aventure, il est co-scénariste, il est coproducteur, il est acteur. Ce film, ce sujet, il le tient à cœur. Quand on dit il faut arrêter, on ne peut pas arrêter. C'est vrai que ça nous semblait incroyable. On ne pouvait pas encore imaginer. C'était encore le lundi au moment où il a dit c'est la guerre. On ne pouvait pas imaginer. Un film ne peut pas s'arrêter comme ça. Le monde ne peut pas s'arrêter. Donc ça a été très dur aussi pour Kev. Et je peux vous dire que, en plus, il y avait un écho incroyable. On tourne un film dans une maison de retraite avec des personnes âgées. Et tout d'un coup, il y a la pandémie. Il y a déjà un écho à l'actualité qui est incroyable. Et là, les gens se rendent compte, vous vous rendez compte que ce qu'on vit, nous, dans le confinement, c'est ce que vivent nos aînés tous les jours. Eux, ils ne reçoivent pas de visite, ils ne sortent pas, ils sont tout le temps confinés. Donc tout d'un coup, il y a des esprits qui ont commencé à se dire, ah oui, c'est vrai, de prendre conscience de ça. Ensuite, le 17 juin arrive, le monde réouvre et on apprend que le tournage va reprendre. Et là, je peux vous dire que quand les 7 Jedi, on les appelle nos Jedi, sont arrivés sur le tournage, Mylène a dit, c'était émouvant. Franchement, c'était un moment. Et donc, on a terminé le tournage. À ce moment-là, reconfinement, les films sont comme des oiseaux cloués au sol, ils ne peuvent pas décoller, aucun film ne peut sortir. Et là, Dieu seul sait quand est-ce qu'il pourra sortir. Une première fois, c'est envisagé 1 an après, puis 1 an et demi après. Et puis finalement, le film ne sortira pas en novembre, en 2020. Et le film sort le 7 février. Et là, à ce moment-là, il y a plein de gens qui nous ont dit, mais attendez, c'est vous qui avez sorti l'info des Fossoyeurs, c'est pas possible. Et au moment du tournage, on a l'écho avec l'actualité terrible. Et au moment de ressortir le film, 3 semaines avant, il y a ce scandale Orpea, qui est exactement ce qu'on dit avec un peu plus d'humour et de... Parce qu'on n'était pas non plus là pour... voilà, on était là pour dire, pour dénoncer, mais c'est pas... Voilà. Et
à ce moment-là, Orpea nous sert cette triste réalité sordide. Et donc, moi, je considère, et quand on en parle avec Elisa Soussan, la productrice, c'est quand même qu'on a été bercé par des petits anges, on a été accompagnés. Alors, est-ce que c'est pour ça que tout d'un coup, les gens ont eu envie d'aller voir le film aussi? Je sais que Kev, il a été dans toute la France, il a rencontré son public, il n'a rien lâché. Il y a des gens encore qui nous disaient 3 semaines avant, mais le film, si on fait 500 000 entrées, ça sera déjà extraordinaire. L'industrie cinématographique est très touchée, ça ne marche pas. Les films sont en grande souffrance, les jauges sont réduites. Il y a certains films, 3, 4 films comme ça, qui sortent la tête merveilleusement bien, hein, comme par exemple Batman, enfin les films américains qui ont vraiment, vraiment bien réussi, mais les films français, c'était très, très compliqué. Et donc, on fait un premier jour carrément presque historique. Incroyable. Depuis la sortie de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ils n'avaient pas fait un tel chiffre, donc depuis 2014. Et après, le public est là avec des messages merveilleux. Et donc là, on ne dort plus, on attend les chiffres. J'ai découvert la pression du chiffre. On était en transe avec tous les messages. C'était merveilleux. Et puis vraiment, très modestement, si on peut porter un petit message et donner à des petits-enfants l'envie d'écouter leurs grands-parents, parce que les grands-parents sont la mémoire de notre société, bah ça, c'est super. Hmm. Ah, c'est très émouvant ce que vous dites. C'est très fort. Quand, si on revient sur les personnages, sur l'écriture de ça, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est, je ne sais pas si vous avez fait le parallèle justement entre Adopte un veuf et Maison de retraite, mais dans les deux films, je trouve qu'à chaque fois, il y a déjà un lien transgénérationnel qui est assez fort, avec des petits vieux abandonnés et des jeunes paumés qui ne sont pas encadrés. Et ils se recherchent à chaque fois une famille, finalement. Ce sont des gens qui n'ont pas de lien de sang, mais qui se retrouvent par un lien du cœur. Et j'ai l'émotion qui vient quand je dis ça, c'est complètement ridicule. Euh, pardon. Moi, je trouve que je prends le relais 2 secondes sur votre émotion. Moi, j'ai une filmographie très glamour. J'ai fait Adopter un veuf et Maison de retraite. J'ai J'avoue. Serve ses parents. Le prochain, ça va être autre chose. Moi, c'est une héroïne. Je trouve qu'aujourd'hui, ces grands-mères, ce que j'appelle dinosaures, elles n'existeront plus. Aujourd'hui, l'âge a rajeuni. Aujourd'hui, on fait plus son âge. Mais ces grands-mères que moi j'appelais poudre de riz, qui avaient traversé des choses, elles étaient des héroïnes, ces femmes. Et quand on voit une personne âgée, on oublie qu'elle a été jeune. On oublie qu'elle a eu un métier. On oublie qu'elle a eu des amis, qu'elle a fait l'amour. Quand on voit une personne âgée, on pense qu'elle est juste vieille. Mais la vieillesse, ce n'est pas une maladie. C'est une société dans laquelle on vit, euh, dans laquelle il y a un racisme évident, c'est le racisme, c'est l'agisme. On est dans une société avec un racisme anti-vieux. À partir de 49 ans, vous êtes jeune, c'est merveilleux. À 50, tac, la société veut nous dire, vous passez sur l'autre rive. Non, 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 pas du tout. On est jeune tant qu'on le décide, et rajeunir au contraire, je trouve. Et puis aujourd'hui, on meurt à tous les âges. Donc moi, si on me lance sur le sujet de la, entre guillemets, des personnes âgées, je vais pas m'arrêter là. J'ai envie justement d'aller plus loin, j'ai un engagement que j'espère faire. Et cette lumière sur le film me permettra d'aller, parce que si vous n'avez pas de pouvoir et si vous n'avez pas du tout de visibilité, vous pouvez rien arriver à faire. Mais moi, je suis émue quand je vois vos larmes, parce que les personnes âgées, c'est tellement difficile pour eux. Ils ne sortent pas, on ne les appelle pas, on les voit comme des personnes âgées. Moi, je vois ma mère qui est veuve depuis 30 ans. On essaye avec nos sœurs de se relayer, mais il faut un but, il faut se sentir utile dans la vie, c'est important. Donc il y a plein de choses que la société peut faire encore. Parce qu'on dit que les plus belles sociétés, je parle de sociétés de start-up, naissent dans l'opposition entre les jeunes et les vieux. Je dis vieux sans aucun sens Oui, péjoratif. oui, oui, bien sûr. C'est la richesse. Parfois, quand on voit des startups à 35 ans, enfin, je veux dire, ils sont tous jeunes. C'est merveilleux. Il y a une dynamique, il y a une expérience, il y a une volonté. Mais prenez, voilà, pour moi, partir à la retraite, c'est pas se reposer. On pense qu'ils vont se reposer. C'est mourir. Ouais. Qui peut vivre sans action, sans but, sans enjeu? C'est impossible. Vraiment, aujourd'hui, on vit de plus en plus tard et il y a une évidence qu'il faut revoir. Il faut revoir la société sur ce point. Hmm.
avec ce lien important que tout le monde a besoin finalement. Et donc pour terminer, parce que j'ai pas été foutue de le dire jusqu'au bout, mais à chaque fois que ce soit Kev et ces 3 jeunes dans Adopte un veuf, c'est 3 jeunes livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de famille, qui sont abandonnés, avec des vieux qui sont abandonnés aussi. Pareil, quand je dis vieux, c'est pas du tout péjoratif non plus. Euh, et c'est finalement extraordinaire ce lien qui peut se créer très très fort de transmission, d'amour, d'affection. Et d'ailleurs, c'est très touchant quand à un moment donné, Mylène de Mongeau dit à Kev, mais arrête de penser que parce qu'on fait quelque chose pour toi, tu dois quelque chose en retour. On peut donner avec le cœur et rien attendre en retour. Que j'avais trouvé, que j'aime bien, c'est à un moment donné, ils disent, ce petit, il est orphelin comme nous. Non plus, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus personne. Il y a un petit directeur de maison de retraite un peu véreux, je ne vais pas trop en parler, mais il se passe des choses. Mais il n'y a rien de plus merveilleux pour un jeune d'avoir l'expérience de la maturité et de l'expérience. Et il n'y a rien de plus merveilleux pour les personnes âgées d'être mélangées aux jeunes. Ça, c'est extraordinaire. Quand ils n'ont pas cette chance, parce que des enfants vivent loin, parce que des enfants ne les visitent pas, eh bien, il faut créer. Moi, je dis toujours, il faut créer des auberges de vieillesse comme il y a des auberges de jeunesse. Voilà. C'est vrai. Démocratiser un peu cette image un peu terrible de l'EHPAD. Et si on peut parler un petit peu de ça, parce que moi, je fulmine de cette actualité sordide, et je peux vous dire que en ayant investigué, moi j'ai été un peu dans des maisons de retraite, je n'ai pas la science infuse non plus, il y a des gens admirables, il y a des personnels admirables, des aides-soignants entièrement dévoués, c'est pas ce qu'on dit. Mais à partir du moment où, je sais pas, il y a peut-être 7 ou 8 000 EHPAD en France, je ne sais pas, mais à partir du moment où il y a un petit vieux qui est maltraité, il n'y a pas de cas. Mais c'est au niveau de la nourriture, on les rationne. On demande à des aides-soignants en 10 minutes de les laver, de les peigner, de les habiller, de les descendre. On les shoote la nuit parfois. Enfin, je sais qu'il y a eu encore un reportage assez sordide avec Élise Lucet qui dénonçait ça. Les fossoyeurs, quand vous lisez, vous avez envie de vomir. J'ai appelé Orpea. Orpea, pour une chambre de 20 mètres carrés, c'est 5 200 euros par mois. Qui sait qui peut payer 5 200 euros? Et après, vous rajoutez, si la personne doit aller se faire les mains, aller chez le médecin. Déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rentrer en maison de retraite, ça ne doit pas exister. C'est des gens qui ont payé toute leur vie, qui ont travaillé, qui ont une retraite. Il faut qu'ils se démerdent, le gouvernement. Je m'en fous, mais il faut que ça soit extraordinaire. Ils font beaucoup de choses pour le grand âge. Il y a aussi beaucoup de maisons médicalisées. Il y a des personnes âgées qui ont un bouton chez eux qui est posé, bien évidemment, au cas un problème, ils peuvent appuyer, ils sont reliés directement avec le SAMU. Il y a des choses qui sont faites, mais on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est le mélange. Et c'est ce qui se passe à la fin de notre film. On n'en dit pas plus sur les Loirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'association Une lettre, un sourire? Alors, Une lettre, un sourire, c'est extraordinaire. C'est 10 jeunes cousins d'une même famille qui se sont rendus compte pendant le confinement que les petits vieux étaient isolés, que déjà, s'ils n'avaient pas beaucoup de... Voilà. Donc, ils se sont dit, on va créer un système pour qu'ils puissent recevoir des cartes postales de la France entière, de gens qui vont leur écrire pour garder le lien. Et ils ont commencé. Aujourd'hui, ils sont à plus de 10 millions de lettres. C'est extraordinaire. Et nous, quand on a cherché un partenaire pour vivre l'aventure des avant-premières, grâce à notre petite Julia qui travaillait avec nous, avec Elisa Soussan, on a trouvé Une lettre, un sourire. Et alors, c'était merveilleux parce que à la fin de chaque représentation, les jeunes, tous les gens de tous les âges arrivaient, écrivaient une carte postale. Donc, les messages étaient très émouvants, c'était formidable. Et c'est comme si, voilà, Une lettre, un sourire nous a trouvés et nous, on l'a trouvé, c'était merveilleux, ça s'est emboîté. Donc, si vous voulez écrire à des personnes âgées, si vous voulez avoir un lien régulier avec eux, vous allez sur Une lettre, un sourire et il y a toute la marche à suivre. Et voilà, moi, je trouve que c'est extraordinaire comme initiative. Et là, ils sont en train de grossir. Ils vont même rentrer à l'école. C'est incroyable le parcours de ces 10 jeunes cousins qui sont aussi dirigés par une des mamans, je crois, ou des tantes. Et voilà, tout ce que les jeunes peuvent faire pour les personnes âgées, c'est merveilleux. Si vous aviez, je vous donnais une baguette magique là, vous feriez quoi? Est-ce que vous, justement, vous engageriez dans une association? Est-ce que vous
créeriez votre propre association pour... qu'est-ce que vous metteriez en œuvre finalement? Ce serait quoi votre action là? Alors, si j'avais une baguette magique, oui, parce que il y a les faits et il y a la théorie et la pratique. Euh, Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est évidemment écrire des films, raconter des histoires. Et vraiment, ça a été long pour moi que ça arrive. Donc ça, c'est vraiment voilà. Mais ce qui est important, c'est que je le vois bien, que ce soit dans ma pièce, la première fois, il y avait un rapport avec le gardien, dans Adopte un veuf et tout. C'est vrai que les personnes âgées, c'est toujours, voilà. Donc ça, c'est un sujet que je mène. Si j'avais le pouvoir demain, je pense qu'il faudrait, c'est pas une association que je monterais, si je pouvais parler avec des financiers, et les, déjà un petit peu le cas, c'est de créer justement alors, il y a des résidences seniors qui existent déjà, mais c'est quand même encore très coûteux. Donc, de créer des endroits, peut-être comme un club med, où déjà c'est abordable, voilà, c'est abordable, et de mélanger aussi, de faire en sorte que des lycées passent, de faire en sorte que ça soit une maison qui va mélanger toutes les générations, qu'il soit visité, mais vraiment, vraiment, vraiment visité. Alors, on parle à la fin, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'orphelinat, c'est les aides sociales à l'enfance, on fait en sorte que les enfants soient placés le plus souvent. Mais il est évident que quand il y a des jeunes enfants qui sont orphelins, les mélanger avec des personnes qui, elles, ont tout leur temps, toute leur disponibilité, c'est extraordinaire. Créer des maisons qui réuniraient aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment démocratiser la maison de retraite, qui a une image euh, un petit peu sordide, on a l'impression que c'est le dernier moment de vie quand on rentre là-bas, est-ce qu'on va en ressortir? Donc voilà, le mot auberge de vieillesse, je trouve ça sympa, mais c'est, je pense, le gouvernement avec des financiers, des grands, grands, grands patrons de ce monde, ils financent à hauteur de milliards des endroits pour l'art. C'est merveilleux l'art, c'est extraordinaire. Ok, on va pas rentrer dans les détails. Oui, d'accord. Financer des maisons comme ça, nos, nos personnes âgées, nos aînés, c'est notre mémoire. Il n'y a pas plus important que ça. Parce que vieillir, c'est notre avenir. On va être tous, je nous le souhaite, on va tous être vieux un jour. Donc prendre soin d'eux, c'est prendre soin de nous. C'est tellement évident. Donc si on peut, voilà, s'il y avait quelque chose dans lequel je voudrais pouvoir m'investir vraiment, c'est ça. Et si le film grossit encore un peu et qu'on peut encore en parler, c'est formidable. Rencontrer des personnes, bien sûr, au gouvernement, mais ils nous ont pas attendus non plus. Ils essayent de traiter. Mais il y a une chose qui n'est pas admissible, et je le répète, c'est les prix dans les maisons de retraite et les résidences seniors. J'ai été visiter une résidence senior parce que j'ai une petite maman aujourd'hui. La pandémie, ça a été très difficile pour elle. C'est la première fois de sa vie, à 88 ans, qu'elle a pris des médicaments pour tenir, pour avoir le moral. Enfin, c'est difficile. La vie seule, ça devient de plus en plus difficile. On s'est renseigné, une résidence senior, mais c'est hallucinant. Hors de prix. Oui, c'est la folie. Ça doit changer. Ils se débrouillent avec les aides, avec ce qu'ils veulent, mais ils créent des maisons comme ça. Voilà. De la même manière qu'on crée des maisons pour accueillir des femmes maltraitées. Il y a toujours plein de choses qu'on peut faire. Il faut redéfinir tout ça. Et apporter de la légèreté aussi, dans ce rapport-là à la vieillesse. On peut, oui, oui, bien sûr. Et pourquoi pas écrire une histoire d'amour entre deux petits vieux? Bah, vous verrez, il y en a un peu une dans Maison de retraite. Oui. Alors, mais que je trouve génial. Non, mais les scènes à chaque fois avec Marthe Villalonga et notre ami Daniel Prévost. mais c'est extraordinaire. Moi, là, enfin, on a des projets encore, on a des projets, mais là, je suis en train d'écrire mon nouveau film que j'espère pouvoir réaliser. Donc ça, je suis très excitée parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la réalisation. Donc là, où je crois pas qu'il y ait de personnes âgées, mais il y a des femmes. Pour moi, les femmes, c'est très important, surtout qu'on dit qu'à partir de 50 ans, il y a, je sais pas, peut-être 75% de rôle pour les hommes et 25% de rôle pour les femmes. Donc moi, j'ai envie d'écrire pour les femmes, c'est très important. Et là, donc, je suis sur un sujet qui me motive et m'enthousiasme. C'est ce que j'ai pensé aussi en voyant le film. Je me suis dit, mais en fait, quelle joie de pouvoir voir des femmes âgées au cinéma. Les actrices s'en plaignent suffisamment et à juste titre.
d'être en quelque sorte transparente, effectivement, à partir d'un certain âge, même si ça évolue un petit peu, même à Hollywood et en France, mais c'est encore pas complètement gagné, à moins de faire du Botox à mort et l'acide hyaluronique. Mais ce que je trouve top, c'est par exemple Mylène de Mongeau, je crois qu'on ne l'avait pas revue quand même depuis très longtemps. Oui, Contrairement à Liliane, Liliane on a vu dans 10%, etc., qui a une actualité, mais regardez, bah, père qui commence sa carrière, enfin, qui a une carrière qui explose après 80 ans avec 10% la série. C'est extraordinaire. c'est fou. Ouais. Et quel personnage. Et elle est incroyable. Elle est dans Family Business, elle n'arrête pas de tourner. Mais, Génial. mais c'est vrai ce que vous dites. Et pour les femmes et le Botox et tout ça, une fois Carole Bouquet raconte qu'elle était sur un tournage et le chef opérateur ou je ne sais pas quoi lui dit: ah, vous êtes fatiguée aujourd'hui, Carole? Elle dit: non, je ne suis pas fatiguée, j'ai 60 ans. Tac. Ouais. Ah ouais. Euh, c'est vrai que la caméra fait pas de cadeau. Je suis en train de regarder justement. La caméra. Non, ça va. Mais ça, c'est encore autre chose aussi, la pression de ce jeunisme sur les femmes, de faire attention à ne pas basculer ça aux États-Unis. Quand je vois Meg Ryan, quand je vois des femmes comme Mélanie Griffiths, c'est Oh, on les a perdus. Hein. Mm. terrible. Mm. Bah, voilà, bien sûr faire des petites choses. On a envie de toujours rester belle, jeune, fraîche et voilà, mais c'est important de ne pas sombrer nous en tant que femmes dans ce dictat de la beauté, des grosses bouches. Maintenant, vous voyez, vous avez vu sur Instagram, on ne peut plus Ah, faire on voit plus que ça. euh, Mm. voilà, grosse bouche, sourcils tatoués. Non, il faut, ça aide pas la jeunesse à se construire et à se sentir bien dans sa peau aussi, hein, donc Mm. compliqué. Voir un autre. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement, pareil, en tant que femme, pour rester visible après 50 ans et dire on existe, on a le droit aussi. Oui, quand vous parliez tout à l'heure, c'est très intéressant, vous parliez de sexualité. Ça me touche particulièrement en étant future sexothérapeute aussi. Mais oui, on a le droit de tomber amoureux après 50 ans en tant que femme. On a le droit d'avoir des rapports sexuels, faire l'amour, même Mais avec des plus jeunes aussi, c'est possible. Valérie, elle s'est mariée à 80 ans avec Michel Legrand. Et quand ils se sont retrouvés, ils disaient au contraire, il y a une deuxième vie extraordinaire. On n'a plus la pression de faire des enfants, on n'a plus la pression de comment on va gagner notre vie. C'est encore autre chose. Donc oui, l'amour, ce n'est pas un tabou et on peut tomber amoureux à n'importe quel âge, ça c'est évident. Je pense qu'en tant que femme, moi je me suis retrouvée avec plein de copains. Je leur disais, tiens, je vais te présenter une nana. Elle a quel âge? Elle a 52. Oh là là, mais tu te fous de moi. C'est vieux, 52. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, c'est mon âge. Je dis, oui, mais alors, bon, Tu vas la psychologiquement, prendre ta claque. oui, il en a 55 et il les a bien tassés. Bref. Euh, donc il y a une société qui veut tout le temps nous renvoyer ça. Et ça, c'est le film aussi que je dois faire. Là, je travaille sur un autre film, mais j'ai aussi un film que je dois faire avec Elisa Soussan qui s'appelle La parfaite à 50 ans. Et justement, La que femme parfaite à 50 ans, c'est ça? Ah, c'est génial, j'adore. je pense, euh, si on part du principe que la femme parfaite est imparfaite, alors oui, la femme parfaite à 50 ans, parce qu'à 50 ans, on se déshabille du superficiel pour s'habiller de l'essentiel. L'essentiel devient beaucoup plus évident, c'est vrai. Il y a moins de temps à perdre. Alors, c'est vrai qu'on se scrute, qu'on se regarde et tout. Mais il y a une personne, une fois, qui m'a dit, tu sais, les gens te voient comme tu te vois à 1 mètre. Donc, il ne faut pas être focus non plus trop voilà. Mais pour reprendre, je pense que tant qu'on est habité par une envie et par un désir de faire, on ne vieillit pas. On est passionné. Après, il y a une autre problématique. J'ai des amies merveilleuses qui, certaines n'ont pas travaillé ou ont raté de travailler. Elles se retrouvent à 52, 53, 55 avec des enfants qui sont bien évidemment partis. Mm. Euh, Certaines ont divorcé. Les journées sont longues. Elles ont envie de travailler. Elles sont en pleine possession de tout, encore peut-être plus qu'à 30 ou 40 ans. Et c'est très dur. La société, entre guillemets, veut pas d'elles. Elles ont du mal à retrouver du travail. Là aussi, encore, il faut que les choses bougent. Et elles sont déprimées parce elles n'ont pas ça. Mais si elles avaient ça, ça serait merveilleux. Donc, voilà. La vie, c'est pas établi. C'est pas parce qu'on a commencé à 20 ans, on a tracé, on a travaillé. On peut tracer différemment. Il y a des gens qui ont tout fait entre 20 et 50. Il y a des gens qui font tout peut-être entre 50 et 80. C'est compliqué. Et on se nourrit aussi d'idées reçues. Ah, mais qui c'est qui va m'embaucher à mon âge? Il faut arrêter avec ça aussi. Il faut Mm. essayer
Même si c'est peut-être une réalité, il y aura peut-être toujours quelqu'un qui sera là pour vous embaucher ou initier un projet. Mais c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident pour les femmes. Mais, nous sommes des guerrières. Est-ce que ça passe? Alors, un mot qui est assez récent, que j'ai utilisé dans mon livre À nos sœurs, nos mères, nos filles, parce que j'ai coécrit avec Aurélie Godefroy sur ce thème, justement, autour des femmes et l'entraide entre les femmes. En tous les cas, ça me touche énormément. Ce mot de sororité, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tous les cas, ça définit suffisamment bien la situation de cette entraide entre femmes qui n'enlève rien aux hommes. On le redit, c'est pas les repousser loin de là. C'est juste une entraide entre femmes, point barre. On n'enlève rien aux autres. Euh, Est-ce que ça c'est important? Est-ce que ça c'est l'avenir justement de la femme? Et c'est peut-être comme ça qu'on s'en sortira. Alors, je pense que ça, c'est très important. Alors, il y a deux choses. Il y a des extrêmes que je trouve terribles pour nous, les femmes. Ça a été un peu compliqué avec Balance ton porc. Mm. Parce que d'un côté, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas admissibles. Mais Mm. de l'autre, il n'était pas question à un moment donné de pointer du doigt des hommes. Ok, moi, si on traverse une rue et que quelqu'un nous siffle, ah, c'est super qu'il nous siffle. On demande que ça, parce qu'à un moment donné, quand personne nous sifflera, on aura un peu des bouts. Il y avait des choses, il y avait des droits de cuissage qui n'étaient pas tolérables. Mm. Aussi dans le cinéma, beaucoup dans le monde de la télévision, où des gens se sont cru tout permis, des hommes se sont cru tout permis. J'en ai fait les frais, moi, une fois avec quelqu'un. Il suffit de dire non merci. Bon, non, mais c'est même pas. Non, je plaisante. Il suffit pas de dire non merci. Parce que de temps en temps, et je pense que j'ai du caractère et que je me laisse pas faire, on est tellement saisi par la situation. Je me suis pas fait violer, hein, mais je suis tombée dessus par quelqu'un qui était connu à la télé. Et c'est vrai qu'au début, on est saisi. Et donc, je me rappelle de m'être dit, bon, allez, laisse tomber. Enfin, je sais pas. Donc, voilà. Mais nous, si on faisait pareil, moi demain, si je fais un casting et qu'il y a un jeune homme de 35 ans que je trouve mignon comme tout, qui me plaît beaucoup, je me dis, bon, à mon âge et tout ça, si j'essaye d'avoir une histoire avec lui ou de lui dire, tiens, c'est sordide, ce n'est pas acceptable. Les femmes, elles ont vécu des choses assez terribles. Mais il ne faut pas tomber non plus dans ce travers de féminisme à tout prix. Le féminisme, c'est une belle chose. Des femmes comme Simone Veil se sont battues pour les droits des femmes et pour imposer pour imposer les femmes. Il faut toujours continuer à aimer les. Moi, j'aime les hommes. Il faut aimer les hommes. Il faut s'aimer. C'est très important. Mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas très solidaires. Moi, je connais des femmes qui n'aiment pas les femmes. Voilà. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Mm. Donc, Mm. oui, la plus belle chose aujourd'hui, comme vous dites, la sororité, d'être des groupes de femmes qui s'entraident, qui s'écoutent sans mépris, qui partagent, qui mettent le pied à l'étrier aussi. C'est notre rôle de mettre aussi un peu le pied à l'étrier, de parler, enfin, voilà, autant que possible. Mais c'est des combats, c'est compliqué. Il faut en même temps ne pas se laisser faire, mais ne pas non plus devenir une guerrière sans merci. Il y a des femmes qui ont dénoncé des hommes alors que c'était pas vrai. Moi, C'est je pas vrai. Ouais. Mm. pense que c'est. Mm. Alors, il y a des choses intéressantes qui apparaissent quand même. J'ai repris des études et justement, nous en parlons en tant qu'employeurs. Nous sommes pour, donc je pense, embaucher des personnes de 50 ans. Et idem pour les personnes handicapées. Il faut arrêter les limites Bien des sûr. gens à qui nous demandons juste d'avoir envie. Voilà, on demande juste aux gens d'avoir envie. Oui, c'est plus une question d'âge ou de diplôme, ça peut être aussi une question de justement d'envie, d'énergie, d'engouement et de motivation. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas du tout motivés. Bien sûr. Motivé, on est dans une société aujourd'hui très compliquée où enfin, on n'a même pas parlé de la pandémie. Enfin, si, on va en parler. Euh, on dit que 2022 devait être le siècle, enfin l'année de la bienveillance, du partage, de la transmission, de l'échange. Vous voyez, par exemple, avant, on était dans l'ère de la connasse. Vous vous rappelez, Camicota, elle est formidable. Aujourd'hui, on ne passerait plus la connasse. Vous voyez, Mm. c'est drôle, Mm. les émotions et la sensibilité évoluent. Euh, c'est pas évident la jeunesse. Et puis la jeunesse, elle se construit avec quelque chose qui est tellement nocive. C'est les réseaux sociaux. Nous, on avait le journal de 20 heures, merde. On regardait le journal de 20 heures et c'était tout. Aujourd'hui, les jeunes se construisent avec un flot d'informations constant. Ouais. Voulez-vous pouvoir réfléchir? On est intoxiqué.
Là, je passe quelques jours avec ma petite maman, par exemple. Je suis en Normandie. Je me lève et elle regarde CNews et je crie sur elle. Je lui dis, maman, ne t'étonne pas après. Tout pas. Payer et tu peux le regarder en fin de journée, mais pas le matin, parce que c'est tout, c'est insupportable. Et cette jeunesse aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde a changé. Alors, ok, il y a les communautés, toutes les communautés qui sont représentées, ça c'est formidable. Mais le monde n'a pas tenu compte de cette énorme progression qui sont les réseaux sociaux. On pensait que le progrès, c'était de mettre des iPads, j'allais dire des iPads, des iPads. Voilà. Mais non, aujourd'hui, il faut que la vie soit reprise autrement dans les écoles. L'académie, l'académie nationale, enfin comment on appelle ça, pas l'académie nationale. Bon, bref, Éducation nationale. c'est un navire amiral insubmersible. Mm. Il continue à, à enseigner à des jeunes qui ne sont plus les jeunes d'avant. C'est pas possible. Je n'ai pas toutes les réponses, mais les sociologues, les psychologues, les gens doivent se pencher sur une manière d'accompagner les jeunes face à cette toxicité que sont les réseaux sociaux. Déjà, mettre, et vous êtes psychologue, thérapeute, mettre le développement personnel dans les lycées, leur apprendre les Je suis émotions. d'accord. On n'est plus un enfant et qu'on n'est pas encore un adulte. On est complètement, on est une éponge à plein de choses. Donc, si on n'a pas, on a des cours d'histoire-géographie, on a des cours de maths, eh ben, faisons des cours de développement personnel pour préparer ces jeunes. C'est important. Mais dans certaines écoles, ils ont voulu placer chez les petits des cours de méditation. Certains sont en train de dire que ça peut être assez sectaire et ils veulent arrêter la méditation dans les écoles parce que ce serait pas bon pour eux. Alors, je ne sais pas la méditation, mais moi je sais pour avoir étudié, c'est un projet de film, au Danemark, qui est censé être le pays le plus heureux du monde, ils font quelque chose d'extraordinaire, ils font des cours d'empathie. Et l'empathie, c'est formidable parce que ça veut dire, je me mets à la place de mon voisin et j'essaye de comprendre quels sont ses problèmes. Et ça, ils l'apprennent dès le plus jeune âge. Et ils font aussi quelque chose de merveilleux, moi qui m'aurait changé ma vie, parce que moi j'étais une angoisse, moi je vois pour moi et plein de gens comme moi certainement, quand j'étais encouragée par un professeur, je pouvais abattre des montagnes. S'il me cassait, c'était fini. Et au Danemark, ils font des cours de compliments. C'est extraordinaire. Extraordinaire. On en Comment aurait bien besoin. Parce qu'en France, on se construit qu'avec des marques négatives et des reproches. Donc, il ne faut pas s'étonner que la jeunesse soit un peu en perdition, quoi. Catherine, Mais j'adore. Bon, on pourrait discuter pendant des heures. On va se boire un café d'ailleurs après. Là. Comme ça, on continue notre discussion. Donc là, quels sont vos projets? C'est quoi les projets en route là? alors, là, j'ai un film que j'écris. Je suis en transe de ce sujet. C'est un peu une fable. C'est un peu un conte moderne. Donc, ça, je suis sur ça. Euh, on réfléchit aussi à des choses avec Elisa Soussan, ma productrice. Je suis sur une pièce de théâtre que je vais normalement monter. J'attends encore, bien évidemment, de Mais là, en tant que réalisatrice. Voilà. Alors, réalisatrice au théâtre, c'est ça? Scénariste, au théâtre, auteur. Oui. Au cinéma, on est scénariste. Voilà. Donc, moi, je revendique la double casquette. Intéressant. Mais vous parliez tout à l'heure que vous vouliez être aussi dans la réalisation. Est-ce que là, dans les prochains projets, oui. Alors, normalement, le film sur lequel j'écris, quand je parlais avec une personne avec qui enfin voilà, il me disait, mais quand tu me racontes le film, tu me racontes pas une histoire, tu me racontes un film avec les plans. Donc, il m'a dit, moi, si tu veux réaliser, ce que j'ai très envie de faire. Donc, on va voir, on va voir. Donc là, je suis sur un premier film. Alors moi, en général, je dis des trucs, j'ai pas peur, mais comme là, c'est pas signé et qu'il y a plein de projets, j'ai aussi un autre projet, peut-être aussi avec André Dussolier, d'adapter une pièce mythique. Ça, je ne peux pas dire encore quoi. J'adapte une pièce mythique et je la transpose en 2000 pour le cinéma ou la télé. Ça, on va voir. Ok, plein de projets. Donc, on va beaucoup entendre parler de vous là dans les prochains temps. Formidable. Vous allez devenir aussi sexologue, c'est ça? Alors, sexothérapeute, je suis en train de passer un diplôme de sexothérapeute. Ouais. D'ailleurs, quand vous parlez dans les écoles de cours d'empathie, ce qui manque aussi beaucoup chez les jeunes aujourd'hui, c'est des cours de sexologie. Bah oui. Pour apprendre juste aux jeunes à pouvoir en parler librement
et poser les questions qu'ils veulent. Top de 50 ans aussi, hein, vous pouvez y aller. Oui, oui, il n'y a pas que les jeunes. On est d'accord. Il y en a un paquet qui en ont besoin. Mais oui, parce que j'entends des choses. J'ai un ami là qui a quoi, 32, 33 ans. Bon, là, il a plusieurs copines en même temps, dont une alors 40, et là, une autre de 26, une autre de 23. Et elles ont rapport à leur corps en tant que filles, alors qu'elles sont pas très vieilles, hein, mais elles ont un rapport à leur corps et rapport à l'autre, à l'homme, de totale soumission, de totale. Elles sont pas du tout dans leur désir, dans leur plaisir. Elles sont. Sûr. Et là, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Il faut les prendre au lycée. C'est Dès le là où, départ. voilà, il y Il a y a beaucoup du travail. de génération qui va arriver à la retraite, qui sait, qui peut être employée pour ça. Voilà. Et puis aussi, il y a des gens qui n'ont pas eu leur bac, qui veulent repasser le bac à 45, 50 ans. Il faut que ça soit facile. Il faut créer des passerelles. Il faut vraiment comprendre que les choses ne s'arrêtent pas à 50, qu'elles commencent à 50. Les choses s'arrêtent quand on meurt. Et malheureusement, on peut mourir à n'importe quel âge. C'est ça qui est atroce. Tant qu'il y a de la vie, il y a des actifs et que le cerveau fonctionne, c'est important. Donc, il faut faire bouger les choses. Voilà. Moi, plusieurs fois, j'aurais voulu contacter Brigitte Macron, mais à un moment donné, c'est impossible. Et puis, il y a tellement de choses à gérer, bien sûr. Et on ne parle pas des gens qui travaillent avec des salaires de misère, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Enfin, il y a tellement de choses. Les gens malades et effectivement, les gens handicapés. Enfin, il y a tellement de cheval à mener. Mais je redis encore, les hommes d'affaires, les gens richissimes, les gens qui dirigent aussi ce monde, qui financent à hauteur de milliards des endroits. Bien sûr, l'art, c'est un très, très, très important. Mais l'humain, c'est très important. N'allons pas vers le transhumanisme. N'allons pas vers cette période où ce sont des robots qui vont remplacer les humains, quoi. Nous sommes d'accord. Alors, il y a un message personnel pour vous, Catherine, de Michael Hippolyte, qui dit: une très belle journée à vous, Catherine. Au plaisir de travailler sur un nouveau projet écrit de vos mains, car Maison de retraite a été une très belle expérience. Bien à vous. Et c'est mignon parce que c'est un fan aussi de Kev. Il est toujours là à nous envoyer des messages. Merci, Hippolyte. Bonne journée. Voilà, plein de gentillesse. Donc, allez voir Maison de retraite. En attendant, jusqu'à dimanche, nous avons là, j'ai 5 invitations à vous envoyer pour 2 personnes pour aller voir Maison de retraite toute la semaine dans n'importe quel cinéma. Comment? Non, je dis amenez votre grand-mère ou votre mère. Ah bah complètement. Non, non, mais c'est du transgénérationnel à fond. Même les jeunes, parce que je pense que allez avec votre mamie, si vous avez encore une mamie vivante, c'est génial. Allez-y. Il y en a 5 à gagner là. Tout est dans le post précédent à cette vidéo. Donc, allez-y. Commentez aussi cette vidéo, likez, partagez. Et puis, allez voir Maison de retraite parce que c'est vraiment un très, très, très beau film. Vraiment. Merci, Catherine. Merci pour ce moment. Un moment. À très bientôt et plein de bonnes choses. Et on se prend. Merci. Ah ouais, avec plaisir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.